Merci. Vous êtes effectivement dans la comète agile Dexia, donc communauté métier dédiée aux pratiques agiles, aux agilistes. Et ce soir, c'est effectivement une deuxième table ronde sur le rôle du product owner. On a déjà fait le Scrum Master, c'est pour ça le lapsus en début de Meetup. Je suis ravi d'être là, je suis ravi qu'on ait des invités si prestigieux. Et je vais laisser la main pour ce meet-up à Alexia, qui sera l'animatrice de la table ronde. Et je vais tout de suite m'éclipser et on va commencer cette table ronde. Bien sûr, vous pouvez interagir dans le chat et on lancera des petits sondages de temps en temps. Vous avez aussi l'onglet questions en bas à droite pour poser des questions à nos intervenants et intervenantes. Et ce sera assez interactif, donc n'hésitez pas à questionner pour qu'on vous réponde en direct sur le fabuleux rôle du product owner, sa vie, son œuvre. Merci à toutes et bon meet-up. Exactement. Ben, comme l'a dit Frédéric, ce soir, c'est un meet-up très interactif. Donc, déjà, pour qu'on puisse faire votre connaissance et que vous puissiez faire la nôtre, je vais vous proposer qu'on se présente tous un par un. Donc, Olivier, si tu veux bien commencer. En parallèle, je mets une petite question en sondage que vous pouvez répondre. Comme ça laisse le temps au sondage d'être complété et donc, du coup, apprendre à vous connaître aussi. Merci Alexia. Olivier, donc moi je suis chez Extia depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'ai commencé pas en tant que product owner parce qu'il y a 10 ans c'était pas autant en vogue et puis j'étais petit jeune. Mais du coup j'ai fait mes débuts en tant que maîtrise d'ouvrage, du run, du support, puis au bout de quelques années, j'ai quand même envie de faire du build. Donc, je suis passé de l'autre côté. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler en agile, notamment en tant que proxy PO, business analyst. Et j'ai pu faire mes armes avant de pouvoir ensuite passer en tant que product owner. En ESL, donc du coup, j'ai travaillé avec plusieurs clients, notamment JC Deco, Orange, et d'autres entreprises, où j'ai pu donc exercer, puis m'amuser un petit peu. Aujourd'hui, chez Extia, pour les Extiens, je donnais aussi une formation au product owner pour essayer d'aider à préparer la certification PSPO. Donc, voilà, c'est un peu de choses près tout pour moi. C'est déjà très bien. Gladys, je te laisse te présenter. Du coup, moi, je suis product owner depuis 8 ans. J'ai un profil un petit peu atypique dans la communauté des PO, car je ne suis pas du tout technique et pas issue d'une formation technique. J'ai une formation de marketing. J'ai une école de commerce tout simplement et je suis tombée dans l'agilité un peu par hasard, au gré d'un stage de fin d'études dans une start-up dans lequel j'étais supposée faire la communication. Et puis ma responsable de stage, qui était product owner, est partie très vite. Et avant de partir, elle m'a formée au métier et j'ai demandé ensuite aux fondatrices de la start-up si je pouvais reprendre la suite. Ce que j'ai fait et puis je suis tombée amoureuse du métier. Donc voilà, j'ai été sur Paris. Ensuite, je suis revenue à Lyon, dont je suis originaire et puis j'ai travaillé pendant 5 ans dans une PME, donc chez un client final, ce qui m'a permis de voir un autre contexte, start-up, PME. Et là, depuis 3 ans, je suis chez Apollo, qui est une ESN lyonnaise, mais également avec une antenne à Paris et à Grenoble. J'ai travaillé 2 ans et demi chez Enedis, donc grand client de l'énergie. Grosse structure, ce qui m'a permis de voir un peu toutes les structures différentes. Et là, depuis plus de 6 mois, je suis au centre de service d'Apollo, qui s'appelle la Coding Factory. Donc encore un contexte différent. Je travaille en fait en parallèle sur 13 projets pour 6 clients différents. Donc c'est très challengeant, mais c'est extrêmement plaisant. Et donc, je passe la parole à Amara. Bonsoir tout le monde. Alors, comme Gladys, je ne vais pas avoir un profil typique, bien qu'il n'y en ait pas en tant que product owner, on va dire. Donc moi, je suis entré dans le produit au départ en tant que UX. Donc j'étais UX researcher au sein d'un lab d'innovation à la SNCF.
Et après ça, lors d'un projet sur lequel j'étais contributeur, on a eu besoin d'un product owner. Donc, on m'a proposé de devenir product owner et j'ai eu 1 semaine pour me former. Donc, en 1 semaine, j'ai animé mes premiers ateliers pour le lancement d'un produit. Donc, je suis resté à la SNCF pendant un peu plus d'1 an. Après ça, j'ai rejoint Binext, qui a été racheté par Octo. Donc, Octo aujourd'hui, et pour qui j'ai été product owner et product manager. Donc, voilà, pour une petite présentation succincte. OK, super. On peut avoir un état des lieux un peu plus grand, comme ça. Alors, d'un point de vue, spectateur, on a des profils un peu plus tournés vers le côté tech et produit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des remarques par rapport à ça ou? Hop. Alors qu'on ait des profils produits, ça ne m'étonne pas, mais des profils tech, je m'en réjouis. Je Oui, m'en est-ce que réjouis énormément. c'est, des reconversions, prévues ou juste une curiosité de voir un peu, comment c'est de l'autre côté? N'hésitez pas à compléter, peut-être, votre domaine, enfin, au-delà de votre domaine, votre spécialité, par le chat qui est ouvert. On a ah, je suis pas la seule alors, un UX devenu PO. Donc, je crois que tu as un peu de soutien, Amara. Yes. Gaël, on est ensemble. Plus de la Donc SNCF. peut-être on va commencer, avec la première question. Amara, tiens, c'est quoi pour toi, être product owner? Pour moi, être product owner, si on devait vraiment prendre une définition consensuelle, c'est, on va dire, d'assurer la livraison de la valeur à nos utilisateurs finaux. En disant ça, je n'ai rien dit, mais c'est sûr que ça marche avec avec tout le monde. Et pour moi, le quotidien d'un product owner, ça va surtout être, et son rôle et ce pourquoi on l'attend, ça va être de traduire les besoins qui vont arriver du marché, des utilisateurs, des parties prenantes, du marketing, de la tech, de synthétiser tout ça au sein d'un backlog. Ensuite, de prendre avec son équipe les meilleures décisions pour prioriser les besoins et les différents sujets qui vont être réalisés au sein de l'équipe de développement, et ensuite s'assurer de la qualité de ce qui est livré et être redevable sur ce qui est livré. Bien que la redevabilité revienne à l'équipe, on va dire qu'il est le point d'entrée au niveau de cette redevabilité. Je ne sais pas si Gladys, tu veux compléter ou me contredire. Non, je suis tout à fait d'accord, avec, tout ce que tu as dit. C'est la bonne définition du rôle de PO et je crois que jusque-là, tout le monde est toujours d'accord. Derrière, par contre, il y a parfois un peu confusion ou question sur, OK, donc ça, c'est un PO, mais du coup, c'est quoi un chef de projet? C'est quoi un product manager? C'est quoi un business analyst? Donc je ne sais pas si c'est des questions que vous vous posez, auquel cas vous pouvez, peut-être réagir dans le chat et on pourra peut-être compléter. C'est facile de définir ce qu'un PO est, mais c'est plus compliqué de définir ce qu'il n'est pas. Olivier, tu as quelques remarques à faire par rapport à ce que Gladys vient de dire? C'est, pour le coup, de toute façon, que ce soit Gladys ou Amara, c'est très clair. Peut-être à la limite, le seul truc que moi j'aime bien, c'est de parler de la vision du produit ou des produits, quand il y en a plusieurs, qu'on essaie d'infuser à tout le monde. Vraiment, le côté de vraiment être porteur de la vision de son produit, ça permet aussi de donner un peu vie en dehors de la partie de développement où on essaie d'insuffler ça, que ce soit autant du côté des utilisateurs que pour les embarquer, que de la partie des devs pour qu'ils soient vraiment, qu'ils aient vraiment envie de travailler main dans la main avec leur PO. Mais sinon, techniquement parlant, pour tout ce qui est livrable, etc., je suis 100% d'accord. Et pour compléter, j'aurais aussi dit que le PO, c'est aussi l'ambassadeur de son produit. Il passe énormément de temps à présenter son produit, à dire quelle est la vision de son produit, dans quelle direction est-ce qu'il veut que son produit aille, pourquoi son produit apporte de la valeur. On est des VRP de notre produit. J'aime beaucoup le parallèle. C'est vrai que c'est aussi un métier pas facile à expliquer, aux personnes qui ne sont pas du tout dans l'IT. Souvent, j'explique un peu ça, vulgairement en disant, scénariste, de logiciels, scénariste d'applications, et ça aide beaucoup à comprendre. C'est vrai que le côté scénariste est peut-être un tout petit peu réducteur et il y a aussi le côté réalisateur. Donc j'aime bien rebondir sur ce que tu as dit, Amara, en mode, VRP. Voilà, il faut être, fier, connaître son produit et être l'ambassadeur.
Peut-être quelques personnes aussi qui complètent dans le chat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. C'est un peu le protecteur de son équipe, nous dit Gaël. Incident manager qui envisage une reconversion en CM, mais curieux d'en apprendre plus sur le PO. Donc ce soir, il y a des grands curieux aussi sur le rôle de PO. Donc peut-être que vous pourrez aiguiller un peu les spectateurs par rapport au rôle de product owner. Tout à l'heure, Olivier, tu nous parlais du rôle de proxy PO. Tu peux nous en dire plus? Alors le proxy PO, si on est puriste, c'est pas censé exister. On l'appelle aussi le business analyst dans d'autres sociétés. C'est des profils qui, si on prend le framework Scrum, c'est vraiment, ça n'existe pas. Donc c'est toujours un peu compliqué en plus à expliquer parce que déjà, comme Gladys l'a dit, c'est compliqué à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un PO. Du coup, le proxy product owner, ça peut être parfois un peu compliqué, surtout qu'on ne sait pas trop ce que c'est le PO. Mais concrètement, c'est un rôle qui est vraiment pour aider en fait le PO sur des projets un peu complexes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai démarré en tant que 1, 2, 3, que Proxy Product Owner. C'était vraiment pour aider le PO qui ne pouvait pas obligatoirement rentrer en détail sur des projets très complexes. Donc, du coup, c'est vraiment celui qui va aider le PO au jour le jour. La seule difficulté ou frustration qu'on peut avoir dans certains cas, c'est que du coup, vu que c'est pas lui qui est le garant de son produit, il est un peu moins sur le devant de la scène. C'est un petit peu l'acteur. C'est pas lui qui va avoir l'Oscar en général, même s'il est très bon. Mais aussi dans certains cas, en fonction de la relation qu'il peut avoir avec son PO, moi j'ai eu énormément de chance. Le PO avec qui moi j'avais travaillé mes débuts m'a laissé la main sur énormément de sujets, donc en fait j'étais PO. Concrètement, je menais mon bébé à bout tout seul comme un grand, et en fait on peut se retrouver du coup avec les deux combos, c'est-à-dire soit je n'aime pas trop dire ça, mais le sbire, où il va juste exécuter toutes les tâches que le PO n'a pas le temps de faire à cause d'un découpage qui n'est peut-être pas obligatoirement très efficace au niveau de l'organisation, mais en soi, il peut aussi être PO, mais c'est juste une histoire de titre. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les titres PO dans certaines autres entreprises, ils vont s'appeler chef de projet. Il faut vraiment lire entre les lignes. Dans certains cas, c'est exactement la même chose. C'est une question que nous posait d'ailleurs Alioun. C'est quoi la différence entre PO et chef de projet? Je ne sais pas si Gladys ou Amara, vous avez peut-être une idée plus précise. Alors, dans le framework Scrum, il n'y a pas de chef de projet, il y a 3 rôles. Donc le Scrum Master, que vous avez pu connaître lors de la comète précédente, le Product Owner et l'équipe de développement. Et le rôle de chef de projet qu'on retrouve en fait plus dans une organisation cycle en V, ses responsabilités sont partagées entre tous les membres de l'équipe de la Scrum Team. Donc, c'est-à-dire que le Product Owner va avoir certaines casquettes de chef de projet quand il va aller notamment pitcher son produit auprès de la hiérarchie, auprès des parties prenantes, mais également il est responsable de la tenue des délais, tout comme l'équipe de développement l'est également. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de chef de projet dans un cadre Scrum. Maintenant, on se rend compte que dans la pratique, dans la réalité, surtout avec les clients avec lesquels on travaille quand on est dans un contexte ESN, ce sont souvent des grosses structures en transformation digitale, on a souvent ce rôle de chef de projet qui vient seconder le rôle de product owner. Auquel cas, dans une organisation pareille, je dirais que le chef de projet va plus s'occuper de tout ce qui est staffing de l'équipe, budgétisation et planification, tandis que le product owner va dans ce cas-là beaucoup plus se concentrer sur la valeur de son produit, qui est son cœur de métier. Et pour compléter ce que dit Gladys, on va dire que si on prend d'un point de vue hors contexte, le chef de projet, lui, il a son regard, c'est coût, qualité, délai. C'est comme ça qu'il pilote son projet. Et donc, lui, en amont, il arrive sur un focus qui va être sur ce qui va être livré et donc sur les éléments qui vont être livrés. Donc, d'entrée de jeu, lui, il va avoir une liste de fonctionnalités qu'il va devoir développer avec son équipe et ensuite la présenter avec une certaine qualité et dans un certain délai, pour un certain coût. Là où le product owner a un regard qui va être totalement, enfin le product owner, pas que, avec l'équipe produit, vont avoir un regard qui est totalement différent.
et où, en fait, eux, ceux qui vont se concentrer à faire, c'est à livrer la valeur aux utilisateurs. Donc, en fait, c'est l'utilisateur qui est au centre, et eux, leur objectif, c'est pas de livrer une liste de fonctionnalités, mais plutôt de livrer ce qu'on appelle des outcomes, donc des changements dans la vie de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'on va changer dans la vie de l'utilisateur avec cette nouvelle fonctionnalité-là? Eh bien, on va lui permettre de pouvoir s'inscrire en 2 clics. Donc, en lui permettant de s'inscrire en 2 clics, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui faire gagner du temps. Donc, nous, notre objectif, c'est de lui faire gagner du temps. Dans un premier temps, ça peut être le 2 clics. Après, la mise à jour d'après, on va dire que ça pourrait être de la reconnaissance faciale, comme ça pourrait être plusieurs choses. On ne se concentre pas sur une solution, mais sur un problème à résoudre. Et c'est ça, en fait, la grosse différence, c'est que le chef de projet va apporter une solution, là où le product owner va se concentrer sur le fait de résoudre un problème. Et je pense que c'est là l'écart central, et c'est ce qui fait qu'ensuite, après, par capillarité, il y a de nombreux écarts qui peuvent être à l'œuvre. Je plus sois à 100% ce que tu as dit, c'est exactement ça. Le product owner, lui, va être vraiment piloté par la valeur, tandis qu'un chef de projet plus classique, par le coût, la qualité, les délais. Alors, ça a suscité pas mal de réactions dans le chat. Gaël qui nous dit qui est à côté, pour le chef de projet, de démarche de projet, pour le PO, de démarche produit. Il y a Frédéric qui a complété aussi en disant que le PO peut répondre immédiatement ou presque à une question sur le produit. Il y a eu quelques questions aussi qui ont été posées dans l'onglet questions. On va peut-être les prendre dans l'ordre si ça vous va, et celui qui veut répond en premier. Hop. Quelles sont vos relations avec le ou la Scrum Master ou avec l'équipe? Je me lance du coup. Scrum Master, du coup, c'est mon allié. J'ai jamais eu de problème avec les Scrum Masters. J'ai pu entendre dire par des pairs qu'il pouvait y avoir parfois des conflits. Personnellement, ça n'a jamais été mon cas. Et je pense que quand on est vraiment dans un mindset Scrum, il n'y a pas de raison en fait que le Scrum Master s'oppose au Product Owner pour protéger son équipe. Quand on est un véritable Product Owner, justement, ça répond au deuxième point de la question. On a de très bonnes relations avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on la laisse s'auto-organiser. On doit tout le temps juste clarifier la valeur, donner finalement l'orientation à l'équipe et derrière faire confiance à l'équipe pour être suffisamment aligné pour atteindre cet objectif de manière auto-organisée. Si je peux compléter pour la relation avec l'équipe, j'ai jamais travaillé avec un Scrum Master, donc j'ai lu cette partie de la question. Et au sein de l'équipe, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on est une équipe. Donc la différence que je fais entre une équipe et un groupe, c'est qu'un groupe, c'est une somme d'individus, et une équipe, c'est une somme d'individus avec un objectif commun. Et donc on va dans le même sens. Après, il y a différents stades de développement d'une équipe, notamment ce qu'a théorisé Tuckman. Mais bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on est dans une équipe. Et au sein d'une équipe, notre objectif, il est commun. Et donc, en fait, le fait qu'on ait une communauté de destin, pour moi, la relation qu'on a avec les membres de notre équipe, c'est d'égal à égal. Et autant on a chacun des rôles et des redevabilités les uns envers les autres, autant on doit avoir des relations qui sont propices au dialogue. Par exemple, en tant que PO, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un dev qui remet en cause une de mes priorisations, et il avait tout à fait raison. On en a discuté, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est plus judicieux de faire autre chose que ce que moi j'avais proposé en premier. Et de la même manière, parfois, quand on va demander une estimation, par exemple, quand les devs vont estimer quelque chose, on peut pas remettre en question, on sait pas. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas coder une ligne de code, je ne peux pas remettre en question. Mais je peux chercher à creuser le besoin, la réponse. Chercher à creuser la réponse en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ça, c'est si compliqué, alors que quand on me l'a expliqué, ça ne me paraissait pas aussi compliqué. Et là, lui peut m'expliquer, et moi, je peux dire ah, d'accord. Et puis, parfois, ça est déjà arrivé qu'en cherchant à comprendre quelque chose, il y a une discussion ça a créé une discussion entre différents membres de l'équipe, et puis que ça atterrit sur une solution qui peut être plus simple que celle qu'on avait initialement pensée. Donc, pour moi, la relation au sein de l'équipe, parce que j'ai parlé pendant très longtemps, mais en fait, la relation dans l'équipe, pour moi, c'est de dire qu'il y a de l'intelligence collective et qu'on n'est pas juste une somme d'individus et qu'on veut tous la même chose, c'est que notre produit soit le meilleur du marché. Donc, quand on a cet objectif-là en vue, tout devient facile, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'un product owner ne doit pas avoir trop d'ego.
parce qu'en fait, une user story est constamment en co-construction, même quand elle est mise dans le sprint. Et elle peut constamment être discutée. Et je crois énormément à l'intelligence collective. Et donc, je suis comme toi, je pars du principe que j'ai tort, en fait. Et donc, quand on me fait une remarque, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, parfois, en fait, je me rends compte que je suis allée vers quelque chose de beaucoup trop complexe et qu'il y a moyen de beaucoup plus simplement résoudre le souci. Il y a une image que j'aime beaucoup sur le management agile, je trouve que ça la représente à merveille, donc qui représente en fait une matrice avec l'alignement et l'autonomie. Donc quand on a très peu d'autonomie et très peu d'alignement, voilà, les gens ne savent pas ce qu'ils font, ils sont complètement perdus et mécontents. Quand on a beaucoup d'alignement et peu d'autonomie, voilà, c'est le mode chef de projet, petit chef. Donc par exemple, si on a un problème, on doit traverser une rivière, on va dire à l'équipe, voilà, construisez un pont. Et on se prive de l'intelligence collective. Maintenant, si on laisse beaucoup d'autonomie et peu d'alignement, en fait, on n'explique même pas le problème. Les membres de l'équipe ne savent pas qu'il faut traverser le pont. Donc, on se dit, j'espère que quelqu'un est en train de trouver une solution pour traverser cette rivière. Et enfin, pour moi, l'agilité et donc la relation que doit avoir un product owner avec son équipe, c'est haute autonomie et haut alignement. Donc, on explique les objectifs, mais on laisse l'intelligence collective décider. Et donc, c'est expliquer à l'équipe, voilà, on doit traverser la rivière. Et peut-être qu'ils vont construire un bateau, peut-être que ce ne sera pas un pont et que c'est une meilleure solution que de construire un pont et donc d'arriver avec la solution. Comme tu disais, on réfléchit au problème et on n'apporte pas les solutions, on brainstorm. Je pense pas que j'ai grand-chose de plus à ajouter. Hein. Franchement, vous avez été vachement complet. Mais alors, la petite particularité que moi j'ai eue, c'est que j'ai été Scrum Master pendant ma phase de PO parce que j'ai le droit de tester un peu de tout. J'ai eu de la chance, un peu comme vous l'avez expliqué, elle avait une bonne relation avec son Scrum Master. Donc, quand il y a une bonne relation, en fait, c'est assez facile. Et j'irais même plus loin que vu que c'est une des valeurs que le PO doit un peu avoir, c'est un fort communicant. On doit communiquer en continu, que ce soit avec nos équipes de développement ou avec les métiers, les stakeholders, toutes les personnes en fait qui peuvent avoir envie de toucher le projet de près ou de loin. Ça passe par nous en fait. Donc du coup, le relationnel est vraiment au centre de ses capacités. Alors, pas que ça, hein, sinon il va passer son temps au café. Mais concrètement, c'est vraiment hyper important. Et je pense que si quelqu'un, un PO, est particulièrement têtu, qui ne se remet jamais en question, qui ne discute pas ouvertement avec vraiment une réflexion intelligente, du coup, c'est le projet, il y a peut-être une chance sur deux que ça ne marche pas. Ou au contraire, c'est peut-être un ancien chef de projet qui a l'habitude de diriger, de dire comment je dois faire les choses. Et là, on retourne un petit peu dans l'exemple de Cladis. Je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est juste pour vraiment souligner sur cette partie de communication qui est vraiment importante tous les jours, quoi. Mais je pense que d'ailleurs, vous avez peut-être dû vous rendre compte, on parle tous beaucoup, on a tendance à aimer ça, donc c'est peut-être... Je crois que dans le chat, en soi, il y a eu beaucoup de retours d'expérience et n'hésitez pas aussi à donner votre avis personnel, comme le fait Gaëlle, par exemple, qui nous dit qu'elle travaille, elle aussi, en étroit lien avec le Scrum Master. Je vais peut-être en profiter pour poser une autre question. Une question qui avait été rapportée par Fred, qui était: est-ce que un product owner, il défend un seul produit? Qui se lance? Allez, je vais me lancer en premier. J'aurais dit que ça dépend de l'organisation. Je vais faire comme on dit, une réponse de Normand. Ça dépend de l'organisation, ça dépend du produit, ça dépend du découpage. Ça dépend en réalité d'énormément de choses. Parfois, on a des produits qui peuvent être gigantesques et donc on a plusieurs feature team, product team, impact team, on les appelle comme on veut. Ils ont bien entendu pas forcément les mêmes ranges, mais on va avoir différentes équipes. Avoir un PO pour plusieurs équipes, moi je pense que ce n'est pas la solution. Je pense que pour chaque équipe, on doit avoir un product owner qui va avoir des responsabilités et des impacts qui sont attendus et sur lesquels il va devoir avec son équipe se charger. Avoir un PO pour plusieurs équipes, je n'arrive pas à voir comment ça peut être fait. Je n'ai jamais entendu parler. C'est possible, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai du mal à voir comment est-ce que ça pourrait être. Pour moi, il vaut mieux avoir un PO pour une équipe, pour un produit ou pour un pan d'un produit. Après, moi, j'ai beaucoup... Alors là,
j'ai pas eu l'expérience d'eux, mais j'ai énormément lu sur le fait que, en soi, à partir du moment qu'il y a un produit, il faut à minima au moins un PO. Mais normalement, il faut n'en avoir qu'un seul. Dans le sens où, sauf si tu peux le cloisonner vraiment et que du coup, ça devient des produits apparents en fait. Parce que du coup, si tu as la vision de ton produit initial qui en fait déborde sur les autres, bah, potentiellement il y aura de la friction, il y aura de l'incompréhension, ou sinon ça veut dire que c'est découpé potentiellement entre PO et proxy PO ou des choses de ce style-là, comme on peut parfois l'imaginer, quoi. Parce que du coup, si on se retrouve avec un énorme produit, tout gérer, c'est vrai que je vois pas comment on peut obligatoirement, par exemple, rédiger toutes les user stories qu'il y a à faire, même si techniquement parlant, l'équipe de dev peut aussi rédiger des US, mais c'est moins leur cœur de métier, on va dire. On a moins l'habitude de faire ce genre de choses. Mais Gladys, toi, tu travaillais avec beaucoup de... Toi, tu as dit que tu avais 13 produits, c'est pas ça? Ouais, j'ai travaillé sur 13 projets, ouais, donc 13 produits. C'est très inconfortable quand même. C'est un petit peu beaucoup là. On est en train de recruter pour avoir une deuxième personne et se partager le périmètre. Alors, c'est pas des produits qui sont tous en build en même temps. Et on travaille avec une seule équipe de développement. Donc, évidemment, on n'est pas... tout n'est pas en build en même temps. C'est une sacrée organisation à trouver. Donc là, ça fait 6 mois que je suis sur le périmètre, donc on est toujours en mode test and learn et on essaye de trouver ce qui est le plus confortable pour l'équipe, puisqu'il n'y a qu'une seule équipe. Mais c'est vrai que je suis surprise de la question parce que oui, un PO peut chapeauter plusieurs produits. Il faut qu'il les connaisse très bien. C'est donc énormément de travail. En revanche, souvent, on se pose plutôt la question, effectivement, de est-ce qu'il y a plusieurs PO sur un seul produit? Et auquel cas, Olivier, tu as tout à fait bien répondu. Après, il y avait une question par rapport aux compétences, on va dire, d'un product owner. Alors, attendez, je vais vous l'afficher. Et en même temps, il y avait un sondage qui avait été lancé pour savoir s'il fallait être technique ou pas pour être PO. Alors, je vais vous afficher la question. Hop, démarrer la question en direct. Ne croyez-vous pas qu'une bonne base technique permettrait d'être un meilleur PO? Et au sondage, on avait posé la question, selon vous, faut-il être technique pour être PO? Et 19 personnes nous répondent non, contre 4 qui nous disent oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien commencer, vu que j'ai commencé technique. Je crois que je suis le seul. En soi, moi, j'avais fait une école de chefferie de projet, parce qu'à l'époque, il y avait moins d'agilité. On en a fait en cours, mais un peu moins. Mais c'est surtout que j'avais une énorme base de dev. Moi, j'ai commencé avec un BTS en développement industriel, des films de ce style-là. Petit à petit, je me suis dirigé vers la chef de projet. Et en fait, en soi, c'est clairement, aujourd'hui, moi, je vois, c'est pas nécessaire. Enfin, moi, mon avis, c'est que je suis d'accord avec vous, c'est pas nécessaire. Cependant, que ça soit pour de la compréhension parfois avec les devs, moi je sais que je me suis souvent retrouvé à discuter avec des lead devs qui m'expliquaient ouais mais tu comprends pas cette API, ça marche pas comme ça, tu vois, on a mis des e-tags en place. J'ai regardé ma collègue qui était à côté, qui était la PM et qui disait ouh là, ça me paraît tout compliqué. Je dis, oui, mais en fait, ça va, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ça, en fait, ça permet parfois de comprendre assez rapidement. Donc, la communication côté dev. Le seul gros piège qu'il peut y avoir, c'est de proposer des solutions techniques. C'est pas notre rôle. Et dès qu'on le fait, on marche sur les plates-bandes, soit du lead tech, soit de l'équipe dev en général. Et c'est là où on peut perdre des plumes. Je me suis pris quelques petites baffes comme ça. En soi, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est important de comprendre le domaine de chacun. Sinon, on commence à dire au dev, bah, tiens, tu vas me faire une API, tu vas me faire un patch, tu vas me faire des updates en base, des choses comme ça. Ça va commencer à être un peu compliqué. Ça veut dire qu'ils vont plus avoir leur liberté. Et dans la vie, normalement, on essaie d'être curieux, de proposer des solutions innovantes et efficaces qui vont sortir du lot. Si on leur happe toute leur créativité en leur proposant des solutions, par exemple, c'est pas la solution. Par contre, si on regarde comme un petit, quand on part en Italie, qu'on connaît quelques mots pour commander à manger ou des choses comme ça c'est très bien. Mais c'est pas que ça s'arrête juste là. Ça, c'est mon avis, mon vécu. Du coup, sur les problèmes de run, quand ça arrive, quand il faut faire une petite requête en base de données, ça aide aussi. Mais en dehors de ça, c'est pas bien. Je sais, faut pas. Mais bon, parfois, le dev est occupé et ça permet de les libérer.
Yes. Je me fais rattraper par le soleil, mais si je peux compléter, je suis arrivé, encore aujourd'hui, de toute façon, je connais absolument rien en code, je connais rien du tout en dev. Si on compte sur moi pour coder quoi que ce soit, on retourne à l'âge de pierre, très honnêtement. Je sais rien faire, mais je suis curieux. En même temps, quand on apprend sur notre produit, on va apprendre sur la technique de notre produit, parce qu'on va avoir des conversations au quotidien avec nos devs, avec le tech lead, avec la QA, avec toutes les personnes que l'on peut avoir dans notre environnement, avec les archis, les urbas. Et moi, ce que j'ai toujours fait et qui m'a toujours servi, c'est de faire un flowchart. Tout bête, hein, mais vraiment, je vais sur Miro, enfin sans faire de pub, mais je vais sur Miro. Je dis au départ, je suis mon utilisateur, j'arrive à tel endroit, j'appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il va me dire quand tu vas appuyer sur là, ça va faire un appel à telle API qui, elle, ensuite va faire ceci, cela. Et il m'explique ce qui se passe. Et à chaque fois, je note. À chaque fois, je note. À chaque fois, je note. Et, et c'est des schémas que je garde, en fait, sur la durée. Et dès qu'on me parle d'un autre pan fonctionnel, j'enrichis le schéma. Et à la fin, en fait, on a une espèce de... moi, je me retrouve avec une architecture de mon produit, mais dans mes mots. Donc, ce n'est pas des mots techniques. Moi, je fais énormément de métaphores. Donc, souvent, je disais, écoute, moi, j'ai un tuyau, d'accord? À l'entrée de mon tuyau, il y a le client qui a appuyé sur un bouton. En sortie, ce qu'il veut, c'est ça. Est-ce que tu peux me refaire le chemin? Il me dit, bien sûr, quand il va cliquer, ça va taper sur telle API, qui va appeler ça sur telle base, etc. Et lui, en fait, il t'explique. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre. Moi, par exemple, l'histoire de on a plusieurs branches. C'était du chinois. Pour moi, il y avait la recette. Enfin, il y avait l'environnement de dev, il y avait la recette, il y avait la prod. Je ne comprenais rien quand il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi ce ticket, nanana. Après, l'autre lui disait, c'est parce que c'est une question de branche. Je me disais, ok, bon ben, c'est une question de branche, hein. Mais j'avais aucune raison de ce que ça, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et à force de discuter avec eux, et puis les devs adorent ça, les devs adorent expliquer ce qu'ils font. Moi, il m'est souvent arrivé au départ surtout, de faire un petit peu du pair programming de la rédaction de cas de test, parce qu'en fait, ça me permettait de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire quand il me disait que c'était pas possible. Parce que moi, quand on me dit que c'est pas possible, je me dis tout est possible, c'est juste plus ou moins coûteux. Ce qui est logique. Enfin, en tout cas, tout est possible, effectivement, c'est plus ou moins coûteux. Donc, on peut venir avec ce raisonnement-là. Et quand il me disait c'est pas possible, pour moi, je comprenais pas pourquoi c'était pas possible. Et donc, je suis pas têtu, donc je pose la question. Et je suis très curieux, pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible parce que ça. Ah, d'accord. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et on comprend vraiment quelles sont les limites du produit. Donc, pour moi, on n'en a pas besoin à l'entrée, en tout cas, d'être technique. Mais on va le devenir, de toute façon, parce qu'on va travailler sur notre produit, on va avoir les supports qui va nous remonter des cas clients, des bugs, etc. On va avoir les devs au quotidien dans nos conversations qui vont nous expliquer ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs contraintes. Donc, on n'a pas besoin pour y arriver, il faut juste être curieux. Mais comme pour à peu près tout, surtout dans le rôle de PO. Je ne sais pas si Gladys, tu veux compléter. Ah, vas-y, Olivier. Juste un petit truc, en plus, c'est vrai que d'ailleurs, même sur mes bases de développement initial en C#, C++ et en PHP, du coup, j'ai fait des développements j'ai pas fait. On a travaillé avec nos équipes de dev qui ont fait des développements qui n'ont rien à voir en fait en fin de compte. Donc du coup, même s'il y avait une compétence technique initialement, en fait, c'est un langage que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Parlons même pas du VBA. Tous ces trucs-là, en fait, on y retrouve après. Enfin, c'est nouveau, on va apprendre quelque chose, vu qu'on est, nature plutôt curieuse, on va apprendre quelque chose de nouveau et c'est d'autant plus enrichissant qu'on va apprendre une nouvelle langue sans obligatoirement l'utiliser de façon. On va pas l'écrire, on va peut-être pouvoir lire de temps en temps certaines briques, mais ça s'arrête là, quoi. Désolé, Gladys. Rien à ajouter, Amara, voilà, tu as très bien résumé ma situation. Je partais de zéro. À force, je comprends. C'est-à-dire qu'à défaut de connaître, je comprends. Donc, je sais dialoguer avec l'équipe de développement. Quand ils me disent qu'ils bloquent sur quelque chose, j'arrive même à leur dire, mais fais comme si, ou est-ce que comme ça peut être possible, mais sans dire le terme technique, juste dans l'approche. Et en fait, ça suffit. Et au moins, je risque pas de faire d'ingérence. Donc même si on n'a pas la technique, la curiosité, elle n'est pas à négliger. Ouais. C'est indispensable pour moi dans le rôle de PO d'être. C'est un des premiers soft skills, je pense, dont on a besoin, c'est la curiosité, avec la capacité de communication. Alors, il y avait une question qui avait été posée par Hervé dans le chat que je vais vous remettre ici. Alors, hop, on a terminé de répondre à celle-ci. Je vous propose de répondre à celle-là. Comment est-ce que le PO reste en contact avec le run? Autrement dit, comment est géré le MCO
dans le backlog et la priorisation. Alors, Alors, je crois j'avais que Gladys, commencé t'avais à commencé à répondre, ouais. répondre. J'avais commencé à répondre dans le chat en expliquant, voilà, pour moi, un bug, c'est un élément du backlog, comme n'importe quel élément, en fait, il doit être priorisé. Donc, il y a toujours un arbitrage qui est à faire entre les user stories et les bugs. Si tu es un bon product owner, tu ne dois pas tout le temps embarquer que des user stories et penser build et bien gérer ton run. Te retrouver avec une dette technique, c'est mettre en danger la valeur de ton produit. Donc en fait, la sonnette d'alarme, elle doit être tirée par le product owner, mais si elle ne l'est pas, elle peut l'être par le Scrum Master, par l'équipe de développement. Voilà, c'est un travail d'équipe. Donc l'idéal, c'est en fait d'embarquer à chaque fois un lot de bugs dans le sprint. Et si jamais le sprint est entièrement développé et qu'il reste du temps en fin de sprint, bah voilà, moi c'est toujours la consigne avec les développeurs. Déjà faites des tests et profitez-en pour corriger les quelques bugs qui ne seraient pas dans le sprint. On peut en discuter, même si le scope du sprint est censé être fixe. Justement pour ça, c'est vraiment très important. Ouais, ce que j'ajouterais à ça, c'est que il faut se dire qu'on a le build et le run. Le run, c'est ce qui nous fait manger aujourd'hui. Et le build, c'est les parts de marché qu'on va aller chercher ou le fait de continuer à innover pour rester à notre hauteur. Mais en tout cas, le run, il va venir en supplément du build. Là, je vais sortir de la partie consensuelle. Et donc, les bugs, bien sûr, ils sont à prioriser. Mais les bugs ont quand même une grosse importance pour moi parce qu'ils sont déjà en train d'avoir une incidence négative sur la vie de nos utilisateurs. Donc, on veut améliorer leur vie à travers notre produit, mais déjà là, on crée de la frustration. Après, elle est plus ou moins grande, hein, elle est à pondérer. Il ne faut pas non plus être, on va dire, au chevet de l'utilisateur, même si il faut l'être. Mais il ne faut pas être au chevet de l'utilisateur en se disant « Oh mon Dieu, il a un petit message d'erreur qu'il ne devrait pas avoir » ou autre. Il faut savoir prioriser, mais c'est essentiel de se dire que quand on nous remonte un bug, c'est qu'on a un utilisateur qui rencontre une frustration aujourd'hui. Donc, tant qu'on ne l'a pas réglé, tant qu'on n'a pas adressé ce besoin, on est en train de créer en continu une frustration auprès de notre utilisateur. Et trop souvent, lors de conversations, j'ai vu qu'on se disait oh, ça va, il vit avec le bug, donc ça va, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Moi, je pense qu'il faut quand même accorder une grosse importance au bug. Il ne faut pas non plus faire que de la TMA, mais c'est énorme. C'est très, très, très important, les bugs. Et il faut se dire que là, on est en train de créer une irritation auprès de notre utilisateur aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Je pourrais même rajouter, en fonction de la structure dans laquelle vous êtes, peut-être vous avez des équipes qui gèrent directement toute la TMA et qui va remonter des éléments qui sont urgents ou bloquants. Il faut aussi, déjà, c'est vrai qu'on a des utilisateurs finaux de notre produit pour qui on fabrique notre outil, mais moi je sais que pour être passé de l'autre côté, côté gestion dans une équipe, responsable d'une équipe qui faisait de la TMA, c'est des petits cailloux qu'on leur met dans les chaussures tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, c'est aussi ces personnes-là qui nous donnent du feedback sur nos produits. C'est aussi une notion, on n'en a pas trop parlé, mais sans feedback, on ne sait pas si la valeur qu'on estimait créer a fonctionné. Donc, c'est aussi des indicateurs en fait, mince, on a essayé de faire de notre mieux. Ça, c'est un peu l'objectif quand même de n'importe quel PO et de n'importe quelle équipe Scrum, mais on n'a pas été bon. Et c'est important de dire aussi des moments, on n'a pas été bon. Et dans certains cas, quand les bugs, ils sont pas obligatoirement bloquants, parce qu'il y a des blocs bloquants, s'il y a toute la prod qui est arrêtée, bon, autant dire, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On essaye de trouver quelqu'un qui peut lever les bras vite pour s'en dépatouiller. Mais quand on voit que en fait c'est des bugs qui sont peu coûteux, qui sont faciles à corriger et qui ont un gain de valeur énorme, que ce soit pour les personnes qui vont faire la résolution, si on imagine qu'à chaque fois il y a un petit bug et qu'on est obligé de créer un ticket, pour un utilisateur, c'est quand même assez fastidieux. Si on arrive à lubrifier tout ce flux, que ce soit simple, dans ce cas-là, moi j'essaye de toujours, comme l'a dit Gladys, de conserver un peu d'air
c'est vrai que de dire que là, il faut toutes ces US-là pour répondre à notre objectif de sprint. Là, on a potentiellement celles-là et peuvent être en P2 si justement on n'a pas d'autre chose à faire, mais d'autant plus si on peut. Le petit bug que l'équipe support nous demande de corriger depuis 3 mois, ça peut être bien aussi de l'embarquer, comme ça on voit la balle à nos copains qui par la suite pour nous renvoyer quand les choses se passent bien aussi, parce que ça se passe aussi bien parfois avec les supports. On ne reçoit pas que les tickets négatifs. Parfois ils ont des gens au téléphone qui disent « Ah, c'est trop bien ». Donc prendre les pépites là où on peut les prendre aussi. Alors, on parlait de priorisation et de valeur. On avait justement une question de El Bachir. Lors de la priorisation des fonctionnalités avec le business, faut-il aussi inclure un membre de l'équipe agile? Pour moi, il y a des duos et des trios en fonction des situations. Moi, typiquement, je verrais très bien un tech lead ou un designer présent à ce genre de conversation. Pour moi, la priorisation, elle se fait au sein de l'équipe. C'est l'équipe c'est le product owner qui priorise, et c'est lui qui apporte sa priorisation à l'équipe. Mais on ne fait pas une priorisation en dehors de l'équipe et ensuite on vient avec quelque chose qui est priorisé pour le présenter à l'équipe, selon moi en tout cas. On peut être ou non d'accord, mais pour moi, la priorisation, elle se fait au sein de l'équipe par le membre product owner, mais on ne va pas avoir par exemple un comité toutes les 2 semaines qui va venir et dire on regarde le backlog, ça c'est prioritaire, ça c'est pas prioritaire. On peut avoir une priorité au niveau des impacts qu'on peut aller chercher. Ça, oui, pour moi, on peut avoir une priorité qui nous est donnée au niveau des impacts qu'on peut aller chercher. Mais ensuite, dans la priorisation au quotidien de nos tickets, ça c'est au sein de l'équipe que ça se passe, et c'est le product owner qui présente sa priorisation à l'équipe. Et comme je vous l'ai dit, quand on est une bonne équipe, l'équipe peut challenger ça en disant écoute, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. Il peut y avoir aussi les autres PO, les autres PO de notre environnement qui, lors de Scrum of Scrum ou autre cérémonie où on peut les rencontrer, si on est par exemple plusieurs équipes sur un même produit ou sur une même initiative, de se dire là, cette priorisation, c'est pas bon parce que moi j'ai une dépendance avec tel sujet, etc. Et après, je vais avoir tel sujet qui arrive. Donc, c'est des conversations à avoir au quotidien. Mais la priorisation, ce n'est pas en dehors de l'équipe, c'est un membre de l'équipe, le product owner, qui l'a fait, et il l'a fait au nom de l'équipe. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les autres? Moi, je sais que en tant que PO, c'est moi qui est responsable de la priorisation du backlog, dans l'ordre dans lequel on le positionne. Là, en général, j'avoue que c'est plus moi qui fais ma tambouille. Par contre, au niveau du sprint backlog, ce qui va être embarqué dans le sprint, moi, je vais proposer quelque chose parce que je mets mon backlog dans l'ordre, j'essaie de le faire que ce soit propre. Mais cependant, si par exemple, il y a des choses en plus que les développeurs doivent... il y a de la veille, il y a un blocage technique ou des éléments supplémentaires qu'eux, ils doivent intégrer au sprint. Du coup, en fait, c'est l'équipe de dev qui garant en fait de l'incrément qui va arriver à la fin du sprint. Nous, on pourra faire tout ce qu'on peut, même si j'ai un petit peu de bagage technique, je ne peux pas développer pour un sou. Donc du coup, en effet, il faut c'est quand même l'équipe de dev qui est garant. Après, je ne sais pas, en fonction des applications, si on est sur une application ou sur un produit qui ne génère pas beaucoup d'incidents, par exemple, et que c'est des outils, qu'il y a des points business, par exemple, mensuels, je suis pas sûr et certain qu'avoir un lead tech avec avec nous, ça pourrait aider, mais je pense que lui, il aura peut-être d'autres chats à fouetter. C'est souvent des acteurs auxquels moi, quand j'ai travaillé avec lui, qui n'étaient pas du tout disponibles. Très souvent en surcharge parce que il gère une certaine partie managériale pour essayer de faire évoluer les développeurs qui sont juniors ou des choses de ce style-là. Par contre, après, sur une application, je sais que quand je travaillais au système de développement en libre service chez JC2Co, on avait énormément d'incidents sur notre outil legacy qui est en train d'être changé. Et du coup, la difficulté qu'on avait, c'est qu'au lieu d'en avoir juste 2-3 tickets, on en avait plus d'une centaine. Donc, parfois, moi, j'emmenais un de mes développeurs avec moi. Je lui ai dit, écoute, là, j'ai un point, c'est le feu, il faut que tu viennes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être rapide versus qu'est-ce qui est long et qui peut être fonctionnellement, techniquement parlant, impossible de changer.
vu que c'est un outil legacy. Et dans ces cas-là, ça m'a aidé et ça permet de vraiment appuyer du coup davantage, enfin que moi je réorganise déjà de base moi mon backlog sans même parler du sprint backlog. Ouais, ça dépend un peu du contexte. C'est vraiment, je pense pas qu'il y ait une solution comme le framework, on peut pas l'appliquer n'importe où totalement à 100%. Il n'y a pas de réponse définie claire et nette. Je suis désolé. Ça dépend un petit peu de l'écosystème, quoi. Gladys, est-ce que par hasard tu aurais quelque chose à rajouter? J'ai vu que tu avais beaucoup commenté dans le chat, qu'il y avait beaucoup de questions à Ouais, se j'ai poser. essayé de répondre un petit peu dans les chats parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder forcément toutes les questions et que je vois qu'il y en a pas mal. Mais oui, pour répondre à cette question, en fait, ça, comme disait Olivier, ça dépend du contexte, ça dépend des sujets aussi qu'on va aborder. Je dirais que généralement, je fais plutôt en 2 temps. Donc, je me concentre sur la priorisation business puisque les contraintes techniques, normalement, n'ont pas à intervenir sur cette priorisation-là. Et c'est derrière les contraintes techniques que je vais prendre en compte lorsque je fais la priorisation avec ma casquette de product owner. Donc cette priorisation, elle est faite seule. Je concerte la partie business et les parties prenantes en amont. Et derrière, au final, c'est le product owner qui a le fin mot de l'histoire. Donc avant ça, il a effectivement concerté toutes les parties prenantes, pas forcément en même temps, pour éviter de faire perdre du temps des réunions qui peuvent parfois être un petit peu longues à des personnes qui sont plus dédiées à faire avancer le projet. Alors oui, il y a énormément de questions sur la valeur, comment définir la valeur, comment prioriser. Ça va être compliqué pour nous de répondre à toutes ces questions ce soir. Peut-être mettre en avant la question d'Antonin. J'ai vu que Olivier, tu commençais à répondre par écrit. Je te propose d'avoir la parole. Je vais essayer de faire court pour qu'on puisse en enchaîner d'autres. Pour définir la charge des bugs, en fait, il y a un problème de base avec les bugs, c'est qu'on ne sait pas, avant d'avoir ouvert le bug, on ne sait pas combien de temps ça va faire. Et si on doit chiffrer le temps de recherche, du coup, c'est comme si on devait chiffrer la partie d'affinage d'une US avant qu'elle soit embarquée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Une fois, ça c'est le travail du PO d'avoir fait fonctionnellement toute son analyse en amont, et du coup les bugs, moi j'aime pas rétro-chiffrer parce que j'ai aussi vu beaucoup de devs qui voulaient faire ça. Moi j'aime pas ça pour le coup parce que du coup techniquement parlant c'est pas très logique. Et ça peut changer à chaque fois. Parfois, ça va être ouais, non, mais en fait, ça c'est facile, ça va me prendre un point. Ça va être facile, ouais, mais en fait, ça va me prendre un point. Et en fait, on se rend compte, en termes de vélocité, ça implique tout le sprint. Du coup, moi, j'ai une technique que j'ai un PO qui m'a donné. C'était que je regardais l'US moyen qu'on avait, notre US de référence. Je sais que mon ancienne équipe, c'était 5 points, par exemple, et tous les bugs, si on ne savait pas clairement la correction à faire. Hein. Je ne parle pas d'un wording, quelqu'un qui a oublié une faute de frappe, hein, je parle d'un vrai bug. Nous, on mettait l'US de référence par défaut. Dans certains cas, ça prenait l'équivalent du coup d'une US qui valait qu'un seul point, par exemple. Et dans certains cas, ça prenait l'équivalent de 13. Du coup, en fait, on a regardé et on s'est rendu compte que avec la volumétrie des bugs, si par exemple on positionnait toujours 5 points, dans certains cas, c'est rapide. Ça nous permettait éventuellement d'embarquer l'analyse d'un nouveau bug. Et dans certains autres cas, c'était plus long. De la même manière que la complexité en général de tous les US, c'est une estimation. C'est pas une valeur, c'est pas du genre un point, c'est une demi-journée, donc du coup c'est tant de tarifs si on doit faire du budget. C'est pas du tout ça. Et du coup, le fait de mettre une règle, j'ai un bug, c'est 5 points, fin d'histoire. L'avantage que nous, on a pu avoir, on faisait ça de toute façon, c'est à voir avec votre équipe de dev aussi, hein, c'est eux aussi qui vont le développer, comment eux ils vont le ressentir, parce qu'il y a quand même cette partie-là qui est importante. L'avantage, c'est que ça s'équilibrait. En fait, on s'est rendu compte qu'à la longue, la vélocité, elle faisait pas des pics énormes en continu une fois qu'on regardait sur le trimestre, par exemple, on regardait l'évolution de la vélocité. Bon, parfois des mises en prod un peu houleuses, ça, on a pu le voir et que du coup, ça fait quelques petites vagues, mais en soi, ça s'est équilibré sur la longue. Donc, du coup, moi, je suis pas pour l'estimer ou mettre au moins une estimation claire, sur tout le monde est d'accord. Et là, limite, c'est quelque chose que si vous utilisez une définition ready, par exemple, le bug par défaut, ça peut être dans la DOR 5 points ou l'US de référence, par exemple. Et comme ça, vous pourrez faire le test et voir si ça fonctionne.
Alors, C'est ça, c'est non. ce que j'appelais garder du mou, faire respirer son sprint, Ouais. toujours sous-charger son sprint pour garder du temps. En fait, les développeurs vont toujours trouver de quoi s'occuper, soit en corrigeant les bugs, soit en faisant de l'analyse pour les prochains bugs, soit en faisant de l'analyse technique pour des protocoles à mettre en place sur d'autres sujets, faire du test, se former. Donc c'est vraiment important de laisser l'équipe respirer. Et après, quand on a un très gros bug, on peut l'embarquer en cérémonie de chiffrage, d'estimation, et auquel cas on le fait en story point, effectivement, on y va. Du coup, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Alors j'espère que voilà, Antonin nous dit merci pour la réponse. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et comme ça on pourra les traiter. En attendant, je vous propose de répondre à celle d'Alioun. Et n'hésitez pas aussi à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc voici la question d'Alioun. Dans la présentation de vos besoins, est-ce que vous utilisez des supports visuels ou des flux pour une meilleure compréhension? Est-ce que peut-être vous avez des conseils? Oui, moi Ça m'arrive. j'en abuse. Je fais ça à tout bout de champ. À tout bout de champ, je suis un peu. Je sais pas dessiner du tout, mais heureusement Miro est là. Je fais toujours des représentations j'aime bien faire un peu des espèces de user journey map des différentes features ou besoins qui se présentent. Et ça nous permet ça permet de raconter l'histoire. Ça permet de raconter l'histoire assez facilement. Ça permet aussi de prioriser assez facilement. Et puis, ça permet aussi c'est un bon premier pas pour pouvoir ensuite faire avant de faire un petit peu un espèce de user flow qui va découler sur notre story mapping. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et à chaque fois, en fait, quand on fait l'exercice, on se rend compte si c'est logique ou si c'est pas logique. S'il y a quelque chose qui va, s'il y a quelque chose qui va pas, si c'est en lien avec la direction que prend le produit, avec la vision du produit, avec la valeur qu'on apporte à l'utilisateur. Donc moi, je dirais, plus on fait de management visuel, mieux c'est, parce que derrière un mot, par exemple le mot valeur, il y a je ne sais combien de... Tous les mots sont polysémiques. Donc derrière le mot valeur, chacun peut ranger ce qu'il veut. Derrière un flow où on voit des images, où on voit je clique sur tel bouton, ensuite il se passe ça, ensuite c'est consensuel et le consensus se fait beaucoup plus rapidement. Et puis c'est plus facile d'embarquer les autres et de communiquer sur ce qu'on fait. Alors il y a une question dans le chat qui disait comment faites-vous pour la représentation d'une roadmap produit? Ça serait ce que vous avez... J'étais en train de répondre, Olivier. Non, c'était... Ouais, ok, il y a Fred qui a répondu juste après. Merci Fred. Story mapping. Ok. Éventuellement, ça permet d'identifier les grandes features qu'on peut avoir au sein de son produit. On imagine, encore une fois, attention, les roadmaps, on ne peut pas se projeter non plus pour l'année. Moi, je suis assez friand de la chaîne Scrum Life. Il parle beaucoup en fait justement des gestions des roadmaps, et autant dire que quand vous allez avoir un responsable qui vous demandez ouais non mais moi je veux savoir quand est-ce que ça va arriver oui, mais en fait, entre-temps, on fait en agile, on n'est pas en cycle en V, donc ça veut dire que potentiellement, les besoins ils peuvent évoluer, et peut-être qu'on va mettre en place une nouvelle évolution. On va avoir de nouveaux besoins qui vont surgir et dire « Ah, mais c'est trop bien ce truc que tu as mis en place, moi j'aimerais bien mettre des trucs, davantage en plus. » Et du coup, ça c'est vraiment sur le test, d'où l'importance du feedback, encore une fois, je ne pourrais pas vous le dire assez, c'est vraiment le point primordial de savoir si la valeur qu'on essaie de créer a fonctionné. Donc, du coup, c'est vraiment des trucs importants à voir. Et du coup, sur les roadmaps, toujours rester léger. Éventuellement, dans le mois qui est à venir, en général, on a une idée grosse maille sur les 2 prochains sprints, qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Encore une fois, qu'est-ce qu'on aimerait, après, ça se trouve qu'après avoir heurté avec les devs, nous dire non, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Ça c'est aussi le jeu, quoi. Donc, du coup, sur les roadmaps, moi, mon conseil, c'est de rester léger sur l'engagement que vous êtes en capacité de donner, le commitment qu'on va pouvoir faire. On peut pas quitter directement, dire ouais, non, mais t'inquiète pas, là, appelez mon client, il sera disponible dans 6 mois, et voilà. Je suis une très grande fan du user story mapping aussi, que j'utilise beaucoup au démarrage de projet, et du coup, j'en démarre assez souvent aujourd'hui.
Mais sinon, pour les roadmaps, je vous conseille la Goal Oriented Roadmap de Roman Pichler, qui est vraiment top parce que du coup, elle évite de se concentrer, comme tu disais, Amara, tout à l'heure, sur les outputs, mais bien sur les outcomes, donc les objectifs. En fait, on part des objectifs et on liste voilà, 2-3 fonctionnalités principales qu'il y aura dans la prochaine version. On reste très, très macro et ça permet effectivement d'avoir une vision très macro, mais de dérouler les objectifs à l'équipe. Alors Olivier, tu nous parlais de feedback. Je vous propose de répondre à 2 petits sondages qui viennent d'apparaître pour les spectateurs parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce meet-up. Peut-être une dernière question, une question qui avait été posée par Paul. Alors, une question un peu longue. Pour demander une estimation, vous demandez par rapport à ce qui va arriver en prod ou tout confondu, par exemple une analyse d'un sujet qui n'apporte rien en valeur de prod pour les utilisateurs, comment l'estimez-vous? Alors du coup, tu parles d'estimation de la valeur et pas d'estimation de l'effort, je suppose. Je suppose aussi. Du coup, si elle apporte pas de valeur, on va peut-être pas la traiter. Et c'est pas l'estimation, sinon c'est pas l'analyse elle-même qui va apporter de la valeur, mais le sujet qu'il y a au bout. Auquel cas, donc ça a de la valeur, donc on va le prioriser. Voilà, je pense qu'il faudrait préciser la question. C'était dans le cadre où, par exemple, c'est les développeurs qui veulent pousser un sujet ou qu'il y a une autre direction qui nous dit que ça c'est un prérequis, je sais pas, les RGPD par exemple, le sujet qu'on a beaucoup entendu parler par exemple. Dans ces cas-là, si c'est quelque chose qui est important, par exemple que ce soit pour la direction ou pour la veille technique de son équipe, en fin de compte, ça a de la valeur, peut-être pas pour l'utilisateur final, mais ça a quand même de la valeur. Donc du coup, c'est juste que par rapport à la vision initiale qu'on avait de notre produit, on ne pensait pas que la valeur allait se créer là. Peut-être qu'il y a un nouveau persona qui s'est identifié et que du coup, on va avoir en place, quoi. C'est ça, trop souvent, on pense valeur, on pense client, mais en fait, valeur égale partie prenante et l'équipe de développement est une partie prenante comme une autre qui a sa propre valeur. Je dirais que si on tombe sur un mauvais product owner, qui veut pas mettre de user story comme ça, technique d'analyse et qui n'apporte rien, du coup, le mettre en tâche d'une user story et donc le chiffrer, l'estimer pour la user story et pas pour cette user story technique elle-même, mais la user story client, pardon. Ouais, et pour compléter, pour reprendre par exemple l'exemple des RGPD, ça n'apporte pas de valeur à l'utilisateur, mais disons que si on, enfin, nous, ça nous dessert énormément en valeur business parce qu'on va avoir des amendes. Et si on a des amendes, on va payer de l'argent. Donc l'argent, c'est moins de moyens pour l'équipe. Moins de moyens pour l'équipe. In fine, c'est moins de valeur qu'on délivre à l'utilisateur. Tout revient toujours à l'utilisateur. Donc tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Il suffit juste de voir jusqu'à quand on tire la pelote de laine. En fait. Ça revient au même que Vivien et vient de répondre dans le chat pour l'histoire de la dette technique. C'est le même combat, hein, c'est toujours la même chose. On est connecté, Vivien. Alors là, on arrive au terme de ce meet-up. Donc n'hésitez pas encore une fois à répondre au sondage pour savoir si vous voulez voir peut-être une deuxième édition de ce meet-up pour aller peut-être plus loin dans certains sujets, répondre un peu plus à vos interrogations. Je vais vous poser une dernière question. Peut-être est-ce que vous avez des recommandations ou des liens à nous partager en tant qu'intervenant et on conclura là-dessus. Je vais prendre la main. S'il y a une recommandation que je peux vous faire, c'est faites de la veille. C'est essentiel, c'est primordial. Lisez des articles, regardez des vidéos, écoutez des podcasts. Soyez curieux, j'en reviens à ce point-là. J'ai l'impression d'être un vieux qui radote à chaque fois, mais soyez curieux parce qu'en fait, quand on est dans notre contexte, effectivement, on a notre sujet, donc on a notre quotidien. Mais faites de la veille, c'est important, c'est ce qui nous fait en fait à chaque fois prendre du recul, arriver avec des solutions nouvelles, arriver avec à être meilleur en fait, être meilleur tout simplement pour pas aller trop loin. C'est ce qui nous permet d'être meilleur jour après jour. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu. Olivier, tu parlais de Scrum Life sur Medium aussi, il y a des articles très intéressants. Sur Scrum, Amara, des trucs aussi. Amara, tu as fait. Ouais, pardon. Tu as été product manager. Il y a Inspired de Marty Kagan qui est un livre génial aussi sur le product management et les podcasts. Je vais vous partager mon podcast dans le chat. Je te laisse la parole, Olivier, excuse-moi. Ouais, non, mais en soi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Age of Product. Alors, c'est en anglais, donc pour les gens qui n'aiment pas, c'est pas ouf, mais on peut trouver des contenus, sur le Scrum.org, et je crois qu'on peut trouver, il y a des liens, voir plein de blogs.
pire des cas, vous fouillez un peu. J'avoue qu'on peut trouver énormément de contenu, à voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, parce que du coup, la difficulté, c'est de faire de la veille sur le temps de travail. Dans certains cas, c'est un peu compliqué. C'est pas obligatoirement accepté de tout le monde et c'est pas obligatoirement mis en avant. Donc, si vous le faites là dans votre coin, essayez de trouver des créateurs de contenu ou des podcasts. Enfin, en général, il y a plein de trucs il y a plein de choses qui existent. Il faut juste aller fouiller un peu. Donc, Google est pas mal votre ami. Moi, je sais qu'on Scrum Life dans le train, ça passe très bien. C'est assez court comme contenu. C'est pas des formations de 3 heures ou un truc comme ça. Enfin, trouvez le format qui vous convient, mais il y a plein de choses qui existent. Bien, super, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas aussi, pour, ceux qui font partie de l'écosystème Extia, on est actif sur Slack. Il y a un canal, agile qui est ouvert, donc pareil pour partager les recommandations et les liens, c'est peut-être parfois plus facile. Sinon, vous pouvez encore utiliser, ce chat. Un grand merci à vous tous. Merci Olivier, merci Amara et merci Gladys, pour ce partage. Merci aussi à Fred qui a été très présent dans le chat et qui nous a permis aussi de modérer cette intervention. Merci Et à je tous vous les deux souhaite, pour l'organisation. Et merci voilà, au public qui a énormément interagi avec nous et qui a rendu cette table ronde hyper intéressante du coup.